Salutations les amis, ici Nel Durion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode comics, et pas des moindres parce qu'aujourd'hui on va parler indé. Et je sais ce que vous vous dites, enfin surtout ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant, il y a eu cette vidéo, Indéception, qui était mon seul coup de gueule à l'égard de la proposition éditoriale de nos éditeurs sur les indés, et aussi de ce que les gens, la plupart, les influenceurs et d'autres, pouvaient en dire au détriment des Big Two, des licences et tout ce qui est cher à mon cœur. Alors en conséquence de tout ça, j'ai eu un espèce d'effet ras-le-bol, et j'ai voulu prendre la parole sur ma chaîne, avec toute la subjectivité dont j'ai su faire preuve à ce moment-là, et évidemment, c'était un peu salé. C'était un peu salé, et je ne m'en excuserai pas parce que mon propos aujourd'hui reste quand même extrêmement similaire à celui d'il y a 2 ans, je crois maintenant. Je ne sais plus quand est sortie cette vidéo, mais en tout cas, sachez que je n'ai pas du tout changé mon fusil d'épaule. Pour autant, ça ne veut pas dire que depuis tout ce temps, je n'ai pas lu d'indé, c'est faux. Déjà parce que, au niveau des propositions qu'on peut avoir, là, à tout hasard, au label 619, chez qui je me procure toujours. C'est-à-dire que je n'ai jamais cessé d'acheter les œuvres du label 619, et j'ai jamais vraiment cessé de les apprécier non plus. C'est pas parce que j'ai ouvert ma gueule en grand sur l'indé de manière générale, que je vais complètement boycotter des choses que j'aimais jusqu'alors. Ce qui veut dire que la récente sortie du label 619, en la personne du prolifique Mathieu Bablet, cet énorme pavé méga beau, Silent Genie, que je comptais acheter à sa sortie, mais si vous avez vu ma vidéo achat d'il y a 2 mois, vous savez déjà que ça a été mon cadeau de bienvenue chez 1G Comics, que j'embrasse bien fort au passage. Et bien ouais, Silent Genie, je comptais de toute manière l'acheter, déjà parce que Mathieu Bablet, j'ai toutes ses œuvres, et d'ailleurs, on a un petit carnet qui est un petit peu un genre d'artworks, mais surtout ça présente plein de choses de l'univers de Silent Genie. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais très cool d'avoir ce petit papier en plus là, ce petit prospectus en plus. En ce qui me concerne, j'avais besoin aussi aujourd'hui d'aller sur d'autres lectures, de remettre une pièce dans la machine, notamment avec Comics Initiative, avec qui j'étais resté fâché, alors que pourtant j'avais adoré ce titre-là. Après, j'avais subi plusieurs déceptions, dont une très lourde, avec Seule l'ombre, enfin je vais pas en reparler, mais c'était terrible. J'avais vraiment pris cher. J'avais pris cher et j'avais donné beaucoup d'argent pour pouvoir me procurer beaucoup de leurs titres, afin de me constituer une bibliothèque digne de ce nom et commencer un petit peu à voir ce que fait Michael Jérôme avec Kai. Alors aujourd'hui j'ai décidé de remettre une pièce dans la machine avec le récit 6 contre, dessous. On va parler évidemment du format, du prix et tout, pas de problème. C'est pas parce que j'ai sorti la vidéo, comme je le disais, Indéception, que je me suis auto-frustré, auto-censuré sur les lectures. La SF, j'adore ça, les récits d'horreur, j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai préféré tout simplement mettre l'accent sur des univers qui me sont un petit peu plus chers et qui méritent une mise en lumière tout de même. Après cette introduction, pour remettre un petit peu les choses en contexte, sachez que du coup, nous allons, alors j'allais dire opposer 2 titres aujourd'hui, on va dire que c'est pour le concept, mais ça reste 2 lectures diamétralement opposées, déjà dans des registres différents. On est sur de la SF avec Silent Genie, tandis qu'on est plutôt sur une uchronie horrifique avec Dessous, chez Comics Initiative. Dans cette première partie, je vais m'attacher à vous parler de Dessous de Comics Initiative, et puis ensuite on basculera sur Silent Genie au label 619. Rentrons dans le vif du sujet les amis, avec Dessous de chez Kai, donc réalisé intégralement par Bones que j'avais découvert, et là on voit le petit macaron, sur Blood Moon, dont je n'avais pas parlé sur la chaîne parce que d'autres l'ont fait bien mieux que moi, et bien plus tôt surtout, mais j'avais bien aimé Blood Moon. Donc il me tardait de découvrir à nouveau le travail de Bones, dans un registre encore une fois horrifique, mais cette fois-ci basé sur une uchronie, on va y revenir un peu plus tard. Mais alors, déjà, Comics Initiative, c'est mon premier achat depuis qu'on s'était un petit peu fâché suite à ma vidéo Indéception avec l'éditeur. Ce magnifique bouquin, qui n'est pas sans rappeler, au niveau éditorial, ce que propose le label, avec un dos toilé du plus bel effet. Alors moi, je suis pas du tout dans « Oh, il a copié, il a machin ». Ça, j'en ai rien à foutre. Mais alors vraiment rien à foutre. J'ai envie de vous dire, si on doit remonter aux origines de qui a inventé un dos toilé, tout le monde copie sur tout le monde à ce moment-là, quoi. Nous sommes sur du 19 par 27 cm. Voilà ce qu'on a, quoi. C'est balèze.
c'est très balèze. Donc Silent Genie, on est, j'ai pris des petites notes parce que c'est quand même des nombres à virgule, on est sur du 24.10 par 32.10. Évidemment. Dos toilé, et on va parler pagination. On va parler pagination parce que ça reste une donnée importante, en tout cas pour moi elle l'est. 304 pages, c'est très gourmand et ça me fait très plaisir. 304 pages pour 29 €. La barrière psychologique des 30 € n'est pas franchie sur ce titre et ça c'est extrêmement positif, vraiment. Déjà moi, je vois ça, parce que du coup je l'ai acheté en librairie celui-ci, donc je l'ai vu, je l'ai touché, ça a fait mouche direct. Et ça franchement, gros point positif pour Comics Initiative avec ce titre-là. En ce qui concerne Silent Genie, donc plus grand, je ne vais pas répéter le format, vous l'aviez, les dimensions, 31,90 €. La barrière psychologique des 30 € est franchie, de quasiment 2 €, et surtout, on est sur 320 pages, ce qui est une quinzaine de pages de plus que dessous chez Comics Initiative. Voilà. Pour moi, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement équivalent. Format agrandi, donc forcément un petit peu plus cher, pagination quasiment équivalente. Alors je me permets tout de même une petite hypothèse, c'est que je pense que les volumes concernant Silent Genie sont nettement plus élevés. Donc forcément l'impression coûte moins cher quand on imprime des volumes beaucoup plus grands que pour dessous. Voilà, simple hypothèse, je pense pas me tromper, donc forcément que sur les coûts, je trouve ça quand même très chouette qu'on soit sur seulement 29 € pour dessous. Vraiment. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire au niveau éditorial. À vous de vous faire une idée, mais pour moi on est quand même sur quelque chose de très équivalent, donc de parfaitement cohérent et correct. En tout cas moi, j'ai pas du tout bronché sur l'achat de dessous. En ce qui concerne Silent Genie, je l'avais de toute manière prévu dans mes précommandes, donc c'est quelque chose que je comptais acquérir, mais c'est un cadeau. C'est parti pour la partie 1, les amis, avec Dessous de chez Kai. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre, en premier lieu? Eh ben, j'ai passé un moment plutôt correct. Ouais, je pense que vous attendiez à mieux que ça, mais en fait, moi aussi, je m'attendais à mieux que ça. Ce qui se passe, c'est que je me suis dit qu'avec 300 et quelques pages, j'aurais un récit, même si c'est un récit complet, j'aurais quelque chose qui se tient bien, avec un début, une bonne mise en contexte, un milieu, même s'il y a du ventre mou, pas grave, avec une telle pagination, il peut y avoir un ventre mou. Et surtout, une vraie conclusion, pas quelque chose de brutal ou... enfin, comme la plupart des trucs que je lis à chaque fois en indépendant, que je lisais, du moins pour certains, où on vous pose une fin, c'est démerdez-vous, faites le travail, vous êtes les lecteurs, bah faites le travail, à vous d'imaginer la fin. Voilà, moi les fins ouvertes, je trouve que c'est des facilités scénaristiques qui me commencent à me pomper l'air sévère. Et bah là aussi, en fait, on termine sur une fin extrêmement abrupte et où il n'y a pas vraiment... Moi, j'ai pas du tout été satisfait de la fin. C'est-à-dire qu'on nous promet quelque chose de grandiose. Je vais revenir sur tout ce qui est l'histoire et tout. Là, c'est vraiment juste mon ressenti post-lecture. Donc, comme je le disais, Bones, moi, je l'ai découvert avec Blood Moon. J'avais bien aimé cette lecture-là. Donc, je l'attendais un petit peu au tournant. Je connaissais déjà son trait. Je connaissais déjà un petit peu, son appétence pour aussi le domaine horrifique, hein, forcément. Et... bah là, on n'est pas du tout sur de la SF. Là, on est sur une uchronie, c'est-à-dire qu'on est en 1916, on suit des soldats français aux prises avec les soldats allemands. La Grande Guerre, qu'on appellera plus tard la Première Guerre mondiale, justement parce que, malheureusement, est survenue la Seconde Guerre mondiale, eh bien, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce qu'on est sur un mélange de Lovecraft, de plein de petites inspirations comme ça, petites, hein, toutes petites. Et je me suis dit, mais alors le cocktail va être explosif. Comment vous dire ça ? J'ai été embarqué sur le premier tiers du récit, mais alors à 200%. Le premier tiers, pour moi, c'était pas très loin du coup de cœur. C'est vous dire. Et je me suis dit, mais avec une telle pagination, avec également des récits qui l'ont inspiré, parce qu'en fait, Bones est parti sur une base existante. Il y a déjà eu des uchronies dans le style, avec cette fameuse Grande Guerre, et puis des inspirations Lovecraftiennes. Pour autant, comme je le disais, 300 et quelques pages, une belle mise en contexte au début, c'est le cas. Avoir un petit ventre mou au milieu, ça arrive, c'est normal, quand c'est un petit peu gourmand comme ça, forcément qu'on a quelques petites lenteurs à des moments, mais
qui parfois servent le récit justement pour se poser un peu, là où pour des récits indés qui sont un peu plus contenus en termes de pagination, comme c'est souvent le cas, où on est sur une 150aine de pages au mieux, tout va beaucoup trop vite et la fin est hyper brutale et puis on dit au lecteur démerdez-vous, voilà, fin ouverte, faites-vous votre propre avis et ciao. Et l'auteur il est juste en mode oh là là, allez hop, je vends ça, terminé, bonsoir. Non, ça je supporte pas. Vraiment ça je supporte pas. Et je m'attendais pas justement à ce que dessous nous serve un truc un peu comme ça. Ouais, c'est un peu le ressenti que j'ai, même carrément, c'est-à-dire qu'en fait le récit est en 3 étapes. Qu'on pourrait qualifier de début, milieu, fin, oui, mais c'est surtout trois temporalités différentes. 1916 au début, puis ensuite on avance dans les années, dans les événements qui se sont passés. Les statu quo changent drastiquement à cause de ce que les soldats découvrent dans ces fameuses tranchées, hein, c'est tout l'objet du récit. C'est un truc un petit peu Lovecraftien qui se terre sous terre. Et bah, franchement, je m'attendais pas à ça, les gars. Je m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que pour moi, 300 et quelques pages, bah, on fait une fin claire, nette, précise, au moins. Et là, non. Là, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, les soldats français qui sont aux prises avec les Allemands dans le village de Vauquois, eh bien, vont découvrir que les Allemands ne sont plus là. Ou en tout cas, plus vraiment vivants, en fait, pour le peu d'Allemands encore identifiables. J'essaie de pas trop en dire parce que le début est cool. Et en fait, on va suivre cette petite escouade de soldats français qui vont justement essayer de s'enterrer de plus en plus profond dans les mines, dans les tranchées allemandes. Et là, en fait, il y a un mal ancien qui sommeille, et qui sommeille plus tellement, en tout cas d'un sommeil très léger. Un sommeil qui, du coup, va être brisé. Et à ce moment-là, eh ben, on fait un petit bond géographique au niveau du musée d'histoire naturelle de Paris, et on va y retrouver le protagoniste principal de l'histoire. Et là, petite déception pour ma part, c'est qu'on va suivre un physiologiste, donc quelqu'un plutôt axé sur le scientifique plutôt que sur la baston. Moi qui pensais qu'on allait suivre justement une escouade de soldats français. Et ben ça, c'est seulement quelques pages au début. Donc première déception pour moi. Mais attention, hein, on est bien d'accord, hein, l'avis que je vous donne là est évidemment subjectif, mais c'est surtout que moi j'avais des attentes, et ces attentes, elles ont été balayées. Pour autant, quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que moi pourra totalement y trouver son compte. Ok ? Jamais je ne qualifierais ce récit de navet, c'est absolument pas l'objet. Non, je l'ai fait pour d'autres titres, et à mon sens ça le méritait. Halo The Graphic Novel, Zombie World qui était quand même franchement une purge à mon niveau. Là on est très très loin de tout ça, ok ? J'ai juste pas du tout été convaincu par la direction que prenait l'histoire, surtout à partir des 2 tiers. Donc le premier tiers, comme je l'ai dit, on n'était pas loin du coup de cœur. Bon, superbe. Et dès lors qu'on commence à suivre Gaspard Petit, le physiologiste du musée, qui du coup est envoyé sur le front aux côtés de quelques soldats français pour découvrir plus avant ce qui se cache là-dedans en fait, qu'est-ce que c'est que ces entités. Déjà on a eu des petits échantillons qui ont été envoyés aux scientifiques pour un petit peu les étudier. Spoiler alert, ça va très très mal se passer. Hein, bon, un petit peu à l'image du xénomorphe pour Alien, on n'essaye pas de dompter ce genre de truc, les gars. On arrête ces conneries. Et là-dessus, du coup, pas de surprise. Vous voyez, c'est un petit peu les poncifs que j'ai déjà brassés au cours de ma vie de lecteur, et forcément, l'effet de surprise n'est absolument plus là. Moi, ce que j'attendais, c'était qu'on passe un petit peu plus de temps dans la découverte de ce mal ancien qui sommeille sous terre. J'aurais voulu que ça dure beaucoup plus longtemps, limite jusqu'aux 2 tiers du récit. Et franchement, si ça avait été le cas, peut-être que mon avis aurait évolué positivement. Ce qui se passe, c'est que déjà aux 2 tiers, c'est Bagdad. Mais c'est Bagdad à l'échelle mondiale, vraiment. Et la conclusion, elle est extrêmement rapide, brutale, pour tous les enjeux qui ont été soulevés, en fait. C'est vraiment ça. Voilà les amis, ce que j'en ai pensé. J'irai pas plus loin dans les révélations de l'intrigue parce que l'essentiel se passe aux 2 tiers. C'est vraiment là que le récit marque un tournant sur son orientation. On sort quand même beaucoup de l'aspect... moi, je m'attendais à beaucoup plus d'action. J'ai eu un petit peu d'action. Mais encore une fois, voilà, c'est des attentes. Et les réponses à ces attentes n'étaient pas en phase. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé avec moi. Donc, je vous le cache pas, hein, ça, au moment où la vidéo sort, au moment où vous visionnez cette vidéo, eh bien, je l'ai vendu 20 € sur Le Bon Coin à quelqu'un qui, j'espère, prendra beaucoup plus de plaisir que moi pour sa découverte.
Passons sans plus attendre à la deuxième œuvre de cet épisode, à savoir un mastodonte. Silent Genie de Mathieu Bablet. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, et je vais m'efforcer de donner tout ça dans un ordre structuré. Mais sachez que entre Dessous et Silent Genie, c'est effectivement Silent Genie qui a été, sans conteste, ma meilleure lecture. Maintenant, c'est pas forcément celle que je retiendrai le plus du label 619, ni même peut-être du travail dans son intégralité de Mathieu Bablet, pas seulement en SF, mais dans d'autres choses qu'il a pu explorer par le passé. Alors, là on est vraiment dans la SF de Mathieu Bablet, un genre qu'il affectionne tout particulièrement, il l'a dit en interview, c'est son genre fétiche, lui qui se revendique davantage scientifique que littéraire, ce qui est intéressant, surtout lorsque l'on a cette information et qu'on se plonge dans ses œuvres. On va rester sur le Silent Genie pour la vidéo là, en l'occurrence, et ben ouais, l'aspect scientifique est très bien développé, on sent aussi qu'il sait de quoi il parle, et quand des choses un petit peu techniques nous sont démontrées, bah ça tient la route. Et ça, c'est un bon point. Alors, Silent Genie, c'est la troisième œuvre de ce fameux triptyque que nous a proposé Mathieu Bablet depuis de nombreuses années maintenant. Ça a commencé avec Shangri-La, qui était de la hard SF, qui dévoilait des choses un petit peu plus frontales, un peu plus brutales, sans toutefois donner des réponses sur toutes les questions soulevées. En revanche, après, on a eu Carbone et Silicium, qui allait plus loin dans le propos, dans la dénonciation, dans la démonstration des choses dans la société, des choses qui ne vont pas, que Mathieu Bablet aime soulever et pointer du doigt au travers de ses œuvres. C'est un auteur qui est quand même engagé. Et avec Silent Genie, on a la concrétisation de tout ça. C'est-à-dire que cette fois-ci, on nous dévoile ce monde que longtemps on a redouté. Là, on y est. Et c'est compliqué d'en réchapper. Alors, sans plus attendre, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'y passe. Alors, cette œuvre, c'est assez costaud d'y rentrer. Dans le sens où, si vous n'êtes pas un minimum accoutumé au travail de Mathieu Bablet, notamment sur les personnages, ça fait un petit peu quelque chose au début. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué du Mister Bablet, et quand j'ai vu ces personnages-là, dans ce monde-là, qui sont particulièrement maigres, parce que, gros déficit nutritif, vous allez comprendre pourquoi très rapidement, on a aussi ce mal, la calcification, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, ça renforce encore plus ce côté bizarroïde des personnages, vraiment. Et ça peut un petit peu rebuter au début. Par contre, en termes de décor, les environnements de manière générale, que ce soit des structures ou des paysages, mamma que c'est bon, c'est vraiment très très bon. Silent Genie, c'est tout simplement le prénom, en tout cas Genie, c'est le prénom du protagoniste qu'on va suivre. Silent, c'est un adjectif qu'on lui associe, et il est plutôt bien choisi, parce que c'est un personnage assez mutique, c'est-à-dire que, je vais pas vous mentir, sur les 300 et quelques pages parcourues, Genie, c'est pas quelqu'un auquel vous allez pouvoir vous identifier facilement, ni même, j'ai envie de dire, affectionner de prime abord. Un peu compliqué. Un peu compliqué parce que toujours aux antipodes de tout ce qui se passe, elle fait vraiment cavalier seul dans son entreprise. C'est-à-dire que dans son entreprise, je parle de sa quête. En fait, on est dans un monde post-apocalyptique, où les insectes pollinisateurs, pour ne pas les nommer les abeilles, ont disparu. Et une méga société, enfin en tout cas à l'échelle du récit, c'est la société avec un grand S, Pyrocorp, qui s'est implantée un petit peu partout sur cette terre qu'on a un petit peu du mal à appréhender en termes de taille. Je vous avoue que on n'a pas l'impression que c'est à l'échelle mondiale ce qui se passe. Pourtant, si, c'est dit, mais dans les environnements qu'on parcourt, on voit toujours les mêmes décors, toujours les mêmes personnages, et il y a un petit côté répétitif, surtout que 300 planches. 300 planches, c'est assez dense, c'est assez peu verbeux. Pour ceux qui seraient, à l'inverse de moi d'ailleurs, plus attachés au dessin qu'au texte, moi c'est l'inverse, j'attache plus d'importance au texte, ouais, c'est très contemplatif. Mais il faut prendre le temps avec Mathieu Bablet parce que ça fourmille de détails, c'est pas juste on remplit des cases avec des couches de couleurs, non, il y a vraiment des choses à aller chercher. À chaque fois que des personnages sont mis en scène dans des décors, il y a vraiment ça fourmille de détails. Et là-dessus, on comprend que, ouais, 4 ans pour faire cette BD, oui. Du coup, cette société Pyrocorp, en fait, elle débauche des gens pour aller mener des petites enquêtes, des recherches. Donc, on leur file des mallettes à ces gens-là, on leur file une combinaison.
Et Silent Jenny fait partie de ces gens-là. C'est-à-dire qu'elle va un petit peu explorer des territoires bien précis, hein, donc c'est marqué sur une carte, elle doit s'y rendre par ses propres moyens, donc elle a un moyen de locomotion qui lui est personnel, mais très rapidement on comprend qu'elle fait aussi partie d'une monade. Qu'est-ce qu'une monade? Oui, il y a tout un lexique avec Mathieu Bablet. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce fameux lexique eh bien, nous est présenté au travers d'un petit livret que je vous montre dans quelques instants. L'idée, c'est avant tout que ce livret va nous présenter un petit peu toutes les factions, tous les personnages, tous les groupes qu'on va pouvoir rencontrer. Donc, comme l'intitulé l'indique, Faction des Terres Désolées, c'est vraiment la map dans laquelle se déroule toute l'histoire. Les microïdes, ce sont les explorateurs. Je les ai un petit peu mentionnés au travers du personnage de Silent Jenny qui fait partie de ces microïdes-là avec une armure dernière génération. On a ensuite les architectes qu'on croise à un ou deux moments dans le récit, puis les fameux calcifiés qui sont un petit peu les antagonistes, puisque ce sont d'anciens microïdes restés trop longtemps dans les profondeurs. Tandis que les thanatopracteurs, eh bien, c'est un petit peu la touche émotionnelle du bouquin, je vous en dis pas plus. Les pénitents, il y a un chouette passage avec eux, et puis vient ensuite les fameuses monades que j'ai évoquées un peu plus tôt, et ça, je vous l'explique dans quelques instants, appréciez plutôt le cherche-midi. Avec ces fameuses combinaisons, les explorateurs du coup vont pouvoir en fait se miniaturiser. Et oui, là on a des petites références, hein, comme souvent avec Mathieu Bablet, à diverses œuvres de la pop culture. Là on pourrait citer Ant-Man, mais on pourrait citer un tas d'autres choses. Eh bien, par contre cette fois-ci, les personnages ne peuvent pas s'agrandir à la manière d'Ant-Man. Non, ils peuvent seulement se rendre de plus en plus petits pour pouvoir en fait s'infiltrer dans des failles des secteurs qu'ils doivent explorer pour aller trouver ces fameux échantillons, eh bien, des insectes pollinisateurs, les abeilles. Sauf que, ce faisant, ils peuvent aussi rencontrer parfois des menaces. Alors des menaces à la surface, donc à taille humaine, qu'on appelle les manche-cailloux, des espèces de mercenaires qui cherchent à se faire un petit peu de pognon, parfois en travaillant de manière non officielle pour la société Pyrocorp. D'ailleurs, en faisant ça, leur objectif, c'est d'aller dessouder des monades. Donc les monades, ça fait 2 fois que je vous mentionne ce nom. Qu'est-ce que c'est qu'une monade? C'est un village, clairement, un village roulant. Donc par exemple, la monade principale du récit, qui est le cherche-midi, cette monade dans laquelle se rend parfois Jenny à la fin ou au début de ses excursions dans les secteurs qu'elle doit visiter pour ramener des échantillons, eh bien ce village roulant, par exemple, c'est environ 25 personnes, pour vous rendre un petit peu les choses quantifiables, appréciables. Jenny, elle va donc rencontrer parfois des menaces, comme je vous le disais, à la surface, au travers des manche-cailloux avec lesquels elle va devoir se friter un petit peu, et puis sous la surface résident les microïdes. En fait, c'est tout simplement d'anciens explorateurs, à la manière de Jenny, ou même parfois de générations antérieures encore, qui ont eu une espèce, c'est moi qui le qualifie ainsi, d'ivresse des profondeurs. C'est-à-dire qu'à force de rester dans les profondeurs, de s'être rendu si petit, si microscopique, eh bien, on commence à devenir un peu fou. Certains commencent à retirer des éléments de leur combinaison, des éléments de sécurité, et après, ils sont atteints de ce fameux syndrome de calcification, et donc là, littéralement des excroissances qui vont commencer à pousser sur leur corps, et puis ils vont perdre peu à peu l'usage de la parole, vont avoir du mal à se mouvoir, etc. Enfin, ça devient des mutants, quoi. Donc voilà un petit peu toutes les belles choses que vous pourrez retrouver dans Silent Jenny. Mais au-delà de ça, je trouve qu'au niveau des décors, ça reste un petit peu la même chose tout du long quand même. Hein. Vous avez une double narration. L'histoire de Jenny, qui cherche à tout prix à vouloir, c'est sa quête, à vouloir reconstituer le monde d'avant, donc trouver une abeille, si possible vivante, exploitable, afin de l'envoyer à Pyrocorp, qui puisse mener à bien des expériences de clonage, pourquoi pas, je ne sais plus si c'est mentionné dans le récit, mais je crois que si, pour pouvoir en fait rendre cette terre comme elle était auparavant. Mais vous avez donc la deuxième narration, qui est celle de la vie dans la monade du cherche-midi, qui a ses propres protagonistes, ses propres intrigues, parfois entremêlées avec Jenny, parce qu'elle fait aussi partie de l'équipage de manière intempestive. Et tout ça fait que ça se suit très bien. On n'est pas perdu. On suit Jenny, on suit le cherche-midi, et parfois on suit les deux en même temps. C'est vraiment ça. Le petit bémol, qui est, je pense, le point de bascule qui a fait que ce récit
je l'ai beaucoup aimé, mais qu'il n'a pas réussi à franchir le palier du dessus dans mon appréciation, c'est que, encore une fois, la conclusion m'a déçu. La conclusion est très brutale, même si la plupart des questions ont trouvé des réponses quand même lors de cette issue. Pas forcément favorable d'ailleurs, c'est pas vraiment comme ça qu'on pourrait l'entendre pour une fin potentielle de Silent Jenny, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques rendez-vous manqués. Il y a des moments très touchants qui auraient mérité d'aller encore plus loin, mais qui s'arrêtent juste avant. Des choses dramatiques, hein, pour ne rien vous cacher. Et Mathieu Bablet s'est arrêté avant et a même parfois rétropédalé sur certains éléments scénaristiques. Et j'ai trouvé ça dommage. Mais encore une fois, c'est purement personnel, mais ça je vous le dis à chaque fois. C'est-à-dire que moi, j'avais des attentes, lorsque j'arrive aux 3/4 du récit, j'ai des attentes. J'ai des attentes, c'est normal, ça fait déjà plusieurs heures que je suis sur le récit. Je connais bien les personnages, en tout cas je crois les connaître, et je me dis, l'issue pour ces personnages-là, là ça commence à être assez concret. Et en fait, Mathieu Bablet va rétro-pédaler à ce moment-là, et moi ça m'a un petit peu déçu. Et puis cette fin brutale, pas forcément dans l'action, pas brutale dans ce qu'elle nous donne. Simplement, l'histoire s'arrête lorsqu'on est à un pic. Et moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien quand on a quand même le momentum hyper excitant. Après, on a la chute, mais une fin, qu'elle soit joyeuse ou pas. Mais là, on arrive en fait à un truc où ça pète, et boum, ça s'arrête là. Fin du récit. Ah, et là, vous devriez trouver quelques similitudes avec le premier récit dont je vous ai parlé, à savoir Dessous de Comics Initiative. Là aussi, on a eu une fin alors que tout était au paroxysme, hein, la menace était au paroxysme, tout était là-haut, et ça s'arrête. Et je trouve ça super dommage. Et c'est souvent un problème avec les récits indés, c'est qu'ils ont du mal à conclure. Ils ont vraiment du mal à terminer les histoires de manière satisfaisante, à mon sens. Voilà. Donc je vous ne gâcherai absolument pas le plaisir de la découverte. Silent Jenny est assurément une lecture, pour peu que vous aimiez la SF en tout cas, une lecture à faire, vraiment, pour cette année ou pour la prochaine, si vous n'avez pas trop le temps dans le petit mois qui reste avant de passer à 2026. C'est un cadeau de Noël, là encore une fois, assurément, qui vaut le coup d'être sous le sapin. Et Mathieu Bablet, je pense qu'il était arrivé un petit peu au bout de ce qu'il voulait raconter avec cette histoire-là. La vraie question que soulève ce récit, c'est non pas quel sera le monde qu'on laissera à nos enfants, mais plutôt, et ça j'ai trouvé ça super malin, mais plutôt de dire quels seront les enfants que nous laisserons au monde de demain. Parce qu'en fait, dans ce récit, le monde de demain, il est là, il est clair, et il n'y aura pas de machine arrière. Voilà, ça c'est vraiment le truc cassant, mais très réaliste. Et je vous avoue que j'ai un petit peu la même appréciation pour notre monde à nous. De toute façon, Mathieu Bablet est ancré dans le réel, et ce qu'il dénonce au travers de récits d'anticipation, c'est très présent quand même. Voilà. Et là-dessus, quels sont les enfants qu'on laissera au monde de demain? C'est vraiment la question, parce que dans les monades, il y a des enfants. Il y a des enfants et ils vivent dans ce monde depuis leur naissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu ce qu'il y a eu avant, et eux peuvent seulement apprécier ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y aura potentiellement après. Donc ça va être différent avec eux, ça va forcément être différent, une appréciation différente, des actions différentes. Et ça, c'est très bien amené dans le récit. On a vraiment là-dessus, comme je vous disais, une fin qui nous donne quand même des réponses à plusieurs questions. Voilà, ça moi je l'attendais, j'ai eu ce que je voulais. C'est ce qui fait aussi que ce récit a marché. Et ça, ne vous y trompez pas, ce récit a très bien fonctionné avec moi. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur absolu, mais en tout cas, c'est un récit que j'ai vraiment apprécié. Ça, je peux le dire. J'aime beaucoup notamment le traitement des personnages de seconde zone qui sont, pour le coup, franchement bien écrits. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste là pour faire du remplissage, ils occupent des postes importants à leur échelle, et à chaque fois, ils dénoncent des éléments de notre société qui sont défaillants. Je vais juste vous citer un exemple, c'est-à-dire l'hôtesse d'accueil, je ne sais pas si je peux la qualifier comme ça, mais à mon sens, si, elle travaille à l'accueil de la société Pyrocorp, donc Pyrocorp a une tour, et ils ont plusieurs points disséminés sur la map, et en fait, cette fameuse tour dans laquelle se rend Jenny à chaque fois pour faire ses rapports, et puis pour prendre sa prochaine mission, eh bien, elle fait face à cette fameuse hôtesse d'accueil, qui a beau être un être humain, dans sa manière de se comporter, on est clairement sur une IA. Et à titre personnel, je trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui occupent des postes
totalement remplaçables par l'IA. Parce qu'en fait, leur affect d'être humain a disparu. Ils en sont plus capables. J'ai entendu récemment une interview d'une célébrité, je sais plus qui c'était, je crois que c'était Laurent Deutsch. Laurent Deutsch qui au micro de Légende, le podcast de Guillaume Play, disait qu'il avait emmené son fils au cinéma et qu'il se porte garant de l'âge de son fils, il l'accompagne pour aller voir Demon Slayer, le film, et on lui dit bah ouais mais il faut qu'il ait 12 ans, et apparemment il était un peu petit, et donc l'hôtesse d'accueil du cinéma a dit non, s'il n'y a pas de papier c'est mort. Et Laurent Deutsch s'est insurgé en disant mais attendez, je suis son père, je vous dis qu'il a 12 ans, je l'accompagne, il est avec moi, c'est bon. Essayez d'avoir un minimum de sentiments, enfin je sais plus comment il le dit mieux que moi, mais essayez d'avoir en fait une réaction humaine à ce que je suis en train de vous dire là, quoi. Vous êtes en train de priver un gamin d'aller voir Demon Slayer au cinéma, qui est un animé japonais, alors que je suis avec lui et tout, juste pour une histoire de papier. Et il n'a pas pu aller voir le film. La meuf a maintenu que non, c'était pas possible. Et je trouve que là, on arrive vraiment sur des gens qui sont complètement remplaçables par l'IA, parce que s'il faut mettre des 0 ou des 1, et rien d'autre au milieu, eh ben mettez des robots les gars. Et puis mettez ces êtres humains ailleurs, où ils seront peut-être un petit peu plus bénéfiques. Ouais, j'ai un regard très très noir là-dessus, mais moi je trouve que si on peut encore trouver un intérêt à mettre des êtres humains à des endroits, c'est justement pour notre affect. Voilà, pour notre relationnel, notre capacité d'empathie aussi, ce que les robots ne savent pas faire, ne sont pas capables aujourd'hui de réaliser. Et bah dans le récit de Mathieu Bablet, là, ça, on s'en rend super bien compte. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, les amis, sur ces deux œuvres majeures indé que j'ai pu lire ce mois qui vient de s'écouler. Je suis très content d'avoir pu vous parler à nouveau de récits indé, ça me fait plaisir de ne pas rester sur une appréciation négative du passé. Moi, de toute façon, à titre personnel, je continuais de lire de l'indé, je trouvais moins pertinent de vous en parler au regard de l'avis que j'en avais. J'essayais simplement d'avancer en tant que lecteur et non pas en tant qu'influenceur. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est quand même ce qu'on est quand on prend la parole devant des gens sur YouTube ou ailleurs. Et je me suis dit, ça y est, là, je commence un petit peu mieux à cerner mes lectures, parce qu'auparavant, je me perdais trop, j'allais sur trop de curiosité. Donc être curieux, c'est bien, mais après, il faut quand même passer un petit peu le tamis et filtrer. Parce que moi, la SF et le genre horrifique, ça me parle, c'est des choses sur lesquelles je peux aller. Mais commencer à aller sur d'autres choses un peu plus cryptiques, un petit peu moins mon style, en fait, je suis allé de déception en déception, mais parce qu'en fait, je me suis perdu. Il est là le truc. Donc oui, je vais vous reparler d'indé sur la chaîne, oui, des choses comme ça mérite d'être mis en avant, mais complètement. Et puis pour dessous, quand même, un petit mot pour ce rendez-vous manqué, encore une fois, avec Comics Initiative me concernant. Une déception, oui. Un mauvais moment, non. Non, c'est faux, c'est faux. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi, restez curieux, mais passez le tamis. Et on se dit à très vite pour de prochaines lectures. Ciao.